j'ai l'impression que j'ai pas vécu une partie de mon enfance. Comment tu gères du coup ton quotidien avec le TDAH là-bas? Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Je suis Lydia. C'est qui elle? Je sais pas. Et oui, je suis une inconnue du grand public et je vous propose ce podcast que j'ai nommé Je m'appelle. Quoi? Map comme une lecture, une cartographie, un décryptage de la vie de nos invités. Et elles, ce sont ces femmes qui viendront nous partager leur histoire, leur parcours. Il s'agit d'un espace où chacune d'entre nous, à travers des témoignages inspirants, pourront puiser des leçons de courage, de succès, d'amour, de sacrifice, de résilience, bref, des multiples leçons de vie. Tout de suite, notre invitée, elle s'appelle Stella, elle est étudiante en psychologie à Montréal. Bonjour Lydia, ça va? Bonjour Stella, oui, ça va. Peux-tu te présenter en quelques phrases? Eh ben oui, moi je m'appelle Stella, je suis étudiante en troisième année en échange à Montréal, du coup en psychologie. Voilà, donc j'aime bien plein de choses, l'art, la psycho, tout ça. Et j'aimerais bien être psychologue et enseignante-chercheuse plus tard. On verra ce que ça donne, mais voilà. Pourquoi ce choix de faire des études de psychologie? Eh bien, bah déjà, je pense que j'ai envie de faire un métier qui va permettre d'aider des personnes. Mhm. Et je suis très curieuse, je m'intéresse beaucoup à comment les gens fonctionnent, de Mhm. façon générale. Et puis, je pense que le fait, effectivement, moi, d'avoir un TDAH et le fait d'avoir eu des amis qui avaient des difficultés de santé mentale plus jeunes, ça m'a ouvert sur ces sujets-là, comme beaucoup de gens en psycho, je pense. Et du coup, le thème d'aujourd'hui, en tout cas, je l'ai intitulé Trouver sa voie avec le TDAH. Mais j'aimerais que tu Euh, expliques un peu à nos auditeurs c'est quoi le TDAH? le TDAH, en fait, c'est un trouble euh, de déficit ou de dysfonction de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est un trouble qui est neurodéveloppemental, donc qui commence dans l'enfance. On peut le diagnostiquer à partir de 6 ans. Et voilà, en fait, ça cause, sans rentrer trop dans les détails, une baisse de la production de dopamine dans certaines circonstances, qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de se concentrer, surtout quand on ne prend pas de plaisir aux choses. Mhm, mhm. Et il y a aussi une hyperactivité qui vient avec. Donc, c'est très détaillé dans les critères diagnostiques, mais on peut avoir l'impression que la personne est montée sur ressort un peu, bouge pas mal, court pas mal, a besoin d'être en mouvement, de gigoter. Ça ne va pas forcément retranscrire dans le besoin de faire du sport, mais le besoin d'être en mouvement, quoi. Du coup, rester plusieurs heures sur une chaise, surtout quand le sujet n'est pas fait pas partie de nos intérêts, c'est un peu compliqué. D'accord. Et à quel âge peut être diagnostiqué le TDAH? Du coup, comme j'ai dit, ça peut être à partir de 6 ans, mais ça peut aussi être plus tard dans la vie. En fait, le tout, c'est que les symptômes aient commencé dans l'enfance. C'est-à-dire que si on a de l'hyperactivité ou des symptômes d'inattention qui commencent à l'âge adulte, ça peut pas être le TDAH. D'accord. Voilà. D'accord. Et toi, du coup, en ce qui te concerne, à quand remontent les premiers signes du TDAH? Pas le diagnostic, mais en tout cas, ce que tu te souviens, de ce dont tu te souviens. Oui, bah c'était très compliqué pour moi de me concentrer à l'école. Mhm. Je bougeais pas mal, je me balançais sur ma chaise, tout ça. Donc, c'est vraiment là où ça a commencé à montrer des signes de TDAH, on va dire. Mais comme j'étais assez réprimandée pour toutes ces choses-là à l'école, j'ai développé aussi de l'anxiété. Et en fait, c'est plus compliqué de diagnostiquer le TDAH quand il y a de l'anxiété avec, parce qu'on ne sait pas, si on ne connaît pas la source de l'anxiété spécifiquement, on peut croire que les symptômes de TDAH sont des symptômes d'anxiété. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas été diagnostiquée dans l'enfance, mais j'ai quand même des signes qui remontent de cette période, quoi. Et du coup, à quel âge as-tu été diagnostiquée? À 17 ans. D'accord, donc bien plus tard. Et du coup, quels sont les diagnostics qui ont été posés avant qu'ils découvrent? Il y avait des signes d'anxiété, de tout ça, mais est-ce qu'il y avait un diagnostic clair que les Oui, médecins ou spécialistes ont pu poser? tout à fait. Bah, j'avais un diagnostic de troubles anxieux généralisés et dépression. Je l'ai eu pratiquement toute ma primaire et une bonne partie de mon collège. Et du coup, quel parcours de soins t'a été proposé pendant cette période?
Déjà, j'ai vu 14 psys différents, psychiatres, D'accord. psychologues. Et en fait, j'ai fait des phobies scolaires aussi qui m'ont amené à beaucoup changer d'école. Enfin, c'était assez fastidieux comme parcours. Mais le parcours de soins, en fait, ça a été quelque chose d'assez classique pour les troubles. Donc, ça a été des traitements contre l'anxiété, donc par exemple du tertian. Ça a été des antidépresseurs comme la sertraline, voilà. Et oui, donc des thérapies avec des psychologues, enfin, avec ma mère aussi parce que j'étais jeune. Ça a été ça. Mais le problème, c'est que le fait que j'ai des troubles n'a pas forcément été beaucoup pris en considération par les écoles. Je pense que ça s'améliore aujourd'hui, mais c'est vrai que on mettait beaucoup tout ça sur le dos de mes parents. Du coup, c'était compliqué, on va dire, de jongler avec l'école. Mhm. La phobie scolaire qui n'était pas forcément aussi bien connue à l'époque. C'était quand Mhm. même il y a plus de 10 ans maintenant. Mhm. Donc, tu l'as vécu, cette phobie scolaire, elle se manifestait comment? En fait, la phobie scolaire, c'est une peur pathologique d'aller à l'école. Enfin, j'ai pas la définition exacte, mais c'est ça, Mhm. en gros. Mhm. Et ça se manifestait par des crises d'angoisse à l'école, par le fait que je veuille pas du tout me rendre à l'école. Donc, enfin, je faisais des crises, je m'enfermais dans les toilettes. Enfin, et même, enfin, je me souviens une fois du fait que, enfin, ma mère m'avait amenée à l'école, même si enfin, j'étais pas du tout en état, parce que, bah, évidemment, enfin, on lui mettait beaucoup de pression pour qu'elle m'emmène à l'école, même si c'était pas du tout de sa faute et que, bah, en fait, enfin, la situation ne s'améliorait pas comme ça. Mais du coup, j'étais arrivée à l'école et en fait, j'avais fondu en larmes en arrivant en classe. Et ma maîtresse m'a demandé ce qui allait pas et j'ai dit bon, que mon grand-père était mort, alors que mon grand-père était mort il y a déjà Mhm. des années. Mhm. Et j'ai commencé à raconter que j'étais très proche de mon grand-père qui était décédé. Du coup, ils ont appelé ma mère qui Mhm. a fait une tête en venant me chercher. Je me souviendrai toujours. Mais Ouais. enfin, voilà, pour moi, c'était vraiment, enfin, tout était bon pour éviter, enfin, l'angoisse que me causait la présence à l'école, quoi, parce que je me sentais vraiment pas du tout à l'aise. J'étais socialement, ça allait pas trop. Les professeurs, c'était compliqué. C'est ça, la phobie scolaire. Et le regard du corps enseignant par rapport à ça, comme tu l'as bien dit, hein, la phobie scolaire, c'était pas encore très bien connu à l'époque. Mais du coup, est-ce qu'il y avait quand même des profs qui te comprenaient? Est-ce qu'il y a eu des écoles qui ont cherché à s'adapter? Je pense que mes professeurs n'avaient pas forcément, enfin, pour la plupart, des mauvaises intentions, mais pour autant, enfin, ils n'avaient pas forcément les outils et la compréhension des problèmes de santé mentale pour m'aider et ils n'étaient pas forcément tous sensibilisés à ces questions-là. Surtout que, enfin, malheureusement, les professeurs ont une formation en matière de psychologie de l'enfant qui est assez mince, voire très mince. Donc, l'école, ça n'a pas été hyper simple pour moi avec les profs qui avaient la plupart du temps du mal à comprendre. Et ça renforçait du coup ton mal-être et du coup ta phobie scolaire, je suppose. Oui, bah après, c'est un peu un cercle vicieux, malheureusement. Mais bon, je m'en suis sortie, donc tout va bien. Et avec les autres élèves, comment ça se passait du coup? Avec les autres élèves, en fait, c'était assez compliqué déjà parce que le TDAH, en fait, ça donne une certaine impulsivité, ça peut faire parler fort, ça peut faire bouger beaucoup, on peut dire tout ce qui nous passe par la tête, enfin, surtout quand on est enfant et qu'on n'a pas forcément appris tout ça. Du coup, c'était assez compliqué de nouer des amitiés avec les autres enfants. Je me suis quand même fait des amis. Enfin, j'ai ma meilleure amie, je l'ai depuis la maternelle et c'est toujours ma meilleure amie. Mais enfin, il s'est ajouté l'anxiété, la phobie scolaire aussi, Mhm. ce qui a fait que, enfin, j'allais pas souvent à l'école, donc bah, je nouais pas de relation avec les autres enfants. J'étais anxieuse, donc enfin, au lieu d'être très impulsive, je suis devenue très inhibée en fait. Donc je parlais Mhm. plus. Enfin, j'ai eu des périodes un peu de mutisme où je Mhm. parlais plus du tout. Enfin, à l'école, je parlais un minimum quoi. Donc j'allais me cacher dans la cour et voilà. Donc, enfin, honnêtement, après oui, au collège oui, en maternelle oui, mais en primaire c'était pas vraiment ça, on va dire Mais du coup, les relations. qu'est-ce que le traitement t'a apporté? Est-ce que tu avais vraiment l'impression que ça avait un impact sur
ton quotidien ou du coup pas du tout? Ah oui, 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 ça m'a aidé pour mon mes angoisses. Enfin, ça m'a quand même un peu apaisée. Je l'ai pas eu tout de suite en primaire, hein. Je l'ai eu, je sais pas si je l'ai eu avant mes 11 12 ans. Ça m'a quand même aidé, ouais. Mais après, c'est toute une question de dosage. Je pense que, enfin, il y a des périodes où ça allait vraiment pas et j'ai eu des fortes doses de traitement. J'ai aussi eu une petite période d'hospitalisation. D'accord. Mais voilà. On parlait de l'école, donc du coup, est-ce que tu avais des activités extrascolaires ou des passions que tu pratiquais et est-ce que ça se passait mieux? Oui, j'ai eu beaucoup d'activités extrascolaires. Mes Mhm, parents m'ont vraiment encouragée là-dedans. mhm, Après, comment dire, dans les périodes où ça allait pas bien, enfin, où ça allait vraiment pas bien, enfin, je perdais vraiment l'intérêt pour toutes ces choses-là. Enfin, il y avait aussi des activités qui étaient plus compliquées pour moi. Par exemple, enfin, le fait d'apprendre des chorégraphies par cœur en danse et tout, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, qui était aussi plus difficile pour moi. Même si j'aime bien bouger, il y a beaucoup de choses qui, enfin, niveau sportif, qui n'ont pas forcément hyper bien fonctionné avec moi. mhm. Mais par contre, il y a des activités comme le dessin que j'ai adoré. Et même aujourd'hui, je prends des cours de BD, donc D'accord. Mhm, ça m'a suivi. Mais j'ai eu de la difficulté à suivre les mêmes activités longtemps. Parce que j'aime beaucoup papillonner, j'ai beaucoup d'intérêts différents. mhm. Et en dehors de quelques passions, j'ai du mal à garder sur le long terme. Enfin, j'avais du mal à l'époque à garder sur le long terme des intérêts pour des activités. Passer l'engouement du début, l'enthousiasme. Mhm. Pendant tes relations, est-ce que tu avais du mal à garder aussi des relations, des amis, des connaissances? J'avais ma meilleure amie que je connaissais depuis maternelle, que des fois je voyais moins, Ah. mais qui est restée mon amie. Mhm, Après, en fait, bah, comme je te disais, comme j'avais du mal à nouer des relations, j'ai dû changer une bonne dizaine de fois d'école en tout, hein. Je mhm, parle mhm, de la maternelle au lycée. J'ai pas changé 10 fois mhm, d'école primaire, mais j'ai mhm. changé beaucoup d'école quand même. Et bah, du coup, entre la phobie scolaire et le changement d'école, voilà. Alors, la puberté, l'adolescence, ce sont quand même des périodes très délicates où voilà, il y a des hormones, on change. Comment tu l'as vécu? Est-ce que le regard des autres, Euh, par exemple, t'a impacté? Bah, en fait, je t'avoue que pour moi, le regard des autres, ça a été quand même une problématique qui datait de plus long que ça. Donc, il n'y a pas Mhm, forcément eu de transition choc à ce niveau-là pour moi. mhm, Ce mhm, qui a été compliqué, en fait, c'est de ne plus être techniquement une enfant, dans le sens où j'ai l'impression que j'ai pas vécu une partie de mon enfance parce que j'étais pas forcément épanouie à l'école et tout ça. Donc ça a été quand même un deuil de l'enfance idéale, on va dire, d'accord. d'arriver à la puberté. Et j'ai eu Mhm, un peu un syndrome de Peter Pan, enfin, où j'ai commencé à m'intéresser aux peluches, à avoir plein de peluches, de jouets, parce que, enfin, un enfant, enfin, qui est anxieux ou en dépression, il n'a pas forcément le même attrait, on va dire, tout le temps pour jouer, pour tout ça. Et du coup, j'ai commencé à m'investir dans des activités un peu régressives, mais passer cette phase, je dirais que j'ai réussi à commencer à m'épanouir à partir de mes 14 ans. Ça allait vraiment mieux quand même. Et puis, d'accord. je me suis investie aussi dans une activité que j'adore toujours, Mhm. qui est la cuisine. Je faisais beaucoup de Oui. pâtisserie. Enfin, ma mère devait me dire de ne pas faire plus d'un gâteau par jour. Ça m'a beaucoup aidé. Ça aussi, ouais, la pâtisserie. Et du coup, 17 ans, intervient du coup ton diagnostic. Ouais. Comment tu le vis? Quand on te dit, en fait, tous les symptômes dont tu as souffert durant toute ton enfance, en fait, c'était le TDAH. Comment tu le vis à ce moment-là? Juste une petite précision quand même. Vas-y. Il y avait une partie des symptômes de l'enfance qui étaient expliqués par le TDAH, mais enfin, la majorité de ma souffrance était quand même liée à l'anxiété et à la dépression. Enfin, D'accord. Mhm. Il y avait c'était un quand même tout, quoi. concomitant. Enfin, c'est Mhm. ça, le TDAH et l'anxiété sont pas forcément liés et Mhm. meilleurs amis, on va dire. Mhm. Mais en tout cas, le fait de recevoir ce diagnostic, ça a été vraiment un soulagement. C'est Albert Einstein qui devait dire ça, si on juge un poisson par son habilité
grimper un arbre, il va se croire bête toute sa vie. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que je me mettais des standards de personnes neurotypiques, enfin, de capacité à bien se concentrer pendant des heures, à garder les mêmes intérêts plusieurs mois. Enfin, que si on n'arrive pas à se concentrer, c'est que on est flemmard, qu'on veut pas faire les choses. Si on est impulsif, c'est qu'on fait pas d'efforts. Si on se balance sur sa chaise, c'est qu'on fait pas d'efforts. Et tout ça, c'est des standards enfin, vraiment neurotypiques parce que une personne qui a un TDAH n'a pas les mêmes facultés et une personne qui a un TDAH a plein de facultés, mais a aussi ses propres complications. Et donc, pour moi, ça a été un soulagement. Je me suis vraiment sentie légitime. Enfin, toute ta présence, en fait, et enfin, j'ai Mhm. pleuré de joie, honnêtement, quand j'ai eu mon Ah diagnostic. oui, Vraiment, d'accord. ça, ouais, Mhm. ouais. Et du coup, ta maman ou ton entourage, peu importe, les personnes qui ont été proches de toi et soucieux de t'aider pendant toute ton enfance, comment ils ont réagi quand ils ont appris? Bon, je vais parler principalement de ta maman, hein. Comment elle a réagi quand elle a entendu le diagnostic? Eh ben, elle était contente pour moi parce que, enfin, elle a compris que ça faisait du sens pour moi, mais elle a Mhm. quand même eu des questionnements de la culpabilité, entre guillemets, enfin, dans le sens où elle me demandait beaucoup de fois enfin, si c'était lié à quelque chose dans mon enfance, si, enfin, c'était arrivé, si ça se guérissait, enfin, des choses comme Mhm. ça, et en fait, elle a compris que ça faisait partie de moi et que c'était ok, que c'était pas du tout de sa faute et que ça venait avec son lot de difficultés et son lot de qualités aussi. Et c'est pas possible, en fait, de faire la part des choses entre la personnalité et le trouble de quelqu'un. Enfin, du moins pour moi, je ne fais pas la part entre le TDAH et ma personnalité parce que le TDAH, à mon sens, fait partie de moi et ça fait partie de mes qualités, mes difficultés. Et voilà, c'est comme ça. Et à partir de ce diagnostic, est-ce qu'il y a eu une prise en charge spéciale, particulière, différente ou... J'étais toujours avec mes psys qui me suivaient. On a essayé un traitement pour le TDAH qui avait des effets secondaires un peu trop importants euh, pour moi. Voilà, du coup, il n'y a pas eu de traitement en particulier pour le TDAH. Peut-être que je réessayerai un jour, c'est dans mes projets, mais pour l'instant, non. D'accord. Donc, du coup, tu fais le choix de faire des études de psychologie. Mais qu'est-ce qui Ouais. t'a poussé à accepter de faire cet échange, d'aller à Montréal? Du coup, je pense que c'est peut-être la Euh, première fois que tu es allé loin de ta famille, peut-être, je ne sais pas. il y a plusieurs raisons, mais déjà, j'adore le froid. Ah, Donc, j'ai jamais vécu dans un pays froid et enfin, j'avais envie d'avoir cette expérience-là. J'étais allée une fois au Canada, pas à Montréal, mais j'avais beaucoup aimé enfin, la mentalité que j'avais trouvée, enfin, les gens que j'ai trouvés accueillants. Il y a aussi beaucoup de choses en psychologie qui sont assez avancées à Montréal. Et puis voilà, je me suis dit que ce serait une super expérience. Puis comme c'est une opportunité qu'on nous offre de partir sur un autre continent pendant 6 mois, un an, enfin, moi, c'était l'occasion de grandir et voilà, de découvrir tout plein de nouvelles choses. comment tu gères du coup ton quotidien avec le TDAH là-bas? Ben, alors déjà, il faut savoir que enfin, le TDAH, c'est un trouble qui est en grande partie circonstanciel. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus facile de se concentrer la plupart du temps quand on est intéressé par les sujets, quand on se sent impliqué. Enfin, pour moi, les cours de 3 heures de psycho en amphi, ils sont plus faciles à suivre et je ressens moins mes symptômes que dans des cours de 50 minutes au lycée ou à l'école qui ne collent pas forcément avec mes intérêts ou je vois pas forcément le sens. Donc, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est pas tant plus difficile de gérer mon TDAH à la fac. Mais ce qui est compliqué, en fait, c'est l'organisation autour des cours, du temps de travail, parce que faut savoir que le TDAH, ça atteint les fonctions exécutives, donc la planification, tout ça. Donc moi, vraiment, c'est pas mon fort. Mais pour autant, j'arrive à faire avec. Et puis, comme ça m'intéresse, je trouve des moyens de faire fonctionner tout ça, quoi. Et puis, je suis soutenue par mes amis, donc ça m'aide aussi beaucoup. Et par mes professeurs. Est-ce qu'au Canada, à Montréal, ou principalement même dans ton université, les gens sont mieux sensibilisés, je ne sais pas si je peux dire ça, par rapport au TDAH? Est-ce que c'est un trouble qu'ils connaissent, dont ils prennent... Oui, oui, oui. D'accord. Alors déjà à Paris, bon, j'étais en fac de psycho, donc le TDAH était quand même connu. J'avais des aménagements déjà à Paris. J'en ai eu presque toute ma scolarité des aménagements, mais au niveau du tiers-temps, tout ça.
Donc, à la fac à Paris, c'est déjà connu, mais là, le TDAH, on en parle vraiment beaucoup, beaucoup au Canada. C'est-à-dire que la moitié de mes professeurs ont parlé du TDAH d'eux-mêmes, et ils nous ont dit en amphi, si vous avez un TDAH ou un autre trouble, venez nous voir pour les aménagements ou allez demander un rendez-vous avec le pôle accommodement handicap. Donc oui, c'est vraiment très, très connu le TDAH, j'ai Ouais. l'impression, Mhm. au Québec. Alors après, je suis peut-être biaisée encore une fois parce que je suis dans des études de psycho, donc mais ouais, c'est chouette. Et du coup, je pense qu'au début, tu disais que tu voudrais te spécialiser en psychologie comportementale, si j'ai bien compris. C'est bien Ah ça, bon? hein? Je sais plus. Mais tu as dit Non, quelque chose comme ça, non, pas. non? C'est quoi, dis-moi. Euh, alors, j'aimerais bien faire de la psychologie intégrative, donc ça intègre la comportementale, ça intègre la psychodynamique, plein de choses plein de D'accord. filières. Mais Mhm. en fait, honnêtement, il y a plein de choses qui m'intéressent dans la psychologie, donc je ne suis Mhm. pas forcément fixée sur une manière de faire. Je m'intéresse à la psychopathologie, à la parentalité. D'accord. Voilà, on verra. Parce que moi, du coup, ma question, c'était de savoir si tu aimerais un jour travailler avec, je ne sais pas, tu parles de la parentalité, peut-être suivre des enfants TDAH, ou est-ce que ça fait partie des choses que tu aimerais faire aussi? Je suis ouverte à ça. Mhm. Mais je pense que ça va dépendre beaucoup des chemins que je vais prendre parce que, comme je te disais, je suis intéressée par la psychopathologie de l'enfant et aussi de l'adulte. Et je pense Mhm. qu'en fonction des personnes que je rencontre, des opportunités que j'aurai, de l'université dans laquelle je fais mon master ou mon doctorat, Mhm. ça va beaucoup influencer ça. Mais j'aimerais faire beaucoup de choses dans ma carrière. Mais Mhm. mais ce serait très chouette de pouvoir accompagner des enfants avec un TDAH. On verra si c'est ce que je fais finalement. En tout cas, c'est chouette de voir que c'est des choses qui se développent. Le soutien à la parentalité Mhm. Mhm. et à la scolarité, c'est hyper important. Donc, Est-ce que tu fais aussi un peu de la sensibilisation hors le cadre de tes études? Est-ce que tu en parles un peu autour de toi? oui, tout à fait. Alors, je suis très ouverte à parler de mon TDAH, honnêtement. Mhm. Une partie de ce trouble, c'est le défaut d'inhibition un petit peu. On dit que les personnes qui ont TDAH sont assez désinhibées. Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi du niveau d'anxiété et tout ça. Mais à partir du moment où je suis à l'aise avec des gens, je vais être moins inhibée et mes symptômes, en fait, vont être plus apparents. Tout simplement, par exemple, à partir du moment où je suis à l'aise avec quelqu'un, avec mon hyperactivité, je vais facilement partir en courant dans la rue et revenir, faire des choses comme ça, bouger beaucoup. Je Mhm. peux me balancer aussi des fois. Je peux avoir l'air dans mon monde des fois. C'est vrai que je suis un peu en train de penser à plusieurs choses à la fois et les gens le remarquent. Souvent, les gens se posent des questions avant même que je leur dise, mais je suis très ouverte à ces sujets-là. Mais évidemment, avec mes amis, j'en parle. Mhm. J'en parle de temps en temps et ils savent bien ce que c'est maintenant et ils me soutiennent, donc c'est chouette. Après, je suis pas de la sensibilisation dans le cadre associatif ou quoi, Voilà. Mhm. mais j'en parle autour de moi quand les gens veulent en discuter ou veulent en apprendre plus. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais que soient mises en place, on va pas de la France, du coup, en France, pour des enfants TDAH? Parce que vu ce que tu as subi, on va appeler ça comme ça, oui, tu l'as subi. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il soit mis en place à cette époque où tu étais là? Je pense que pour prendre le problème à la racine, il faudrait vraiment Mhm. que les professionnels qui travaillent avec des enfants soient beaucoup plus solidement formés en fait à la psychologie de l'enfant et aussi à la psychopathologie parce que le TDAH on estime que c'est à peu près 5% des enfants, c'est quand même pas mal, ça fait un enfant par classe et donc c'est vraiment important qu'ils puissent être compris et que on puisse adapter aussi un peu ce qu'on leur fait faire, peut-être les rendre plus actifs dans leurs apprentissages, peut-être aussi, vraiment donner les consignes de façon plus segmentée parce qu'ils ont plus de difficultés à planifier, les autoriser à se lever et à aller faire un petit tour de 5 minutes dans les couloirs quand ils ont besoin de bouger. Des petites choses comme ça, ça peut vraiment changer la donne, je pense. Et surtout, je pense que le plus important, c'est vraiment la connaissance des professeurs parce que malheureusement, avec toutes les bonnes intentions du monde, si on n'a pas de formation sur
la neurodiversité et sur Mhm. la manière adéquate d'accompagner les enfants, ben, c'est vraiment compliqué en fait de s'adapter. Et aurais-tu un message à faire passer à des personnes qui sont ou qui ont même un proche, un enfant diagnostiqué TDAH et qui n'arrivent pas peut-être à l'assumer ou tout simplement à trouver leur place dans la société? Bah, je pourrais leur dire que je les comprends et que c'est vraiment pas facile, mais qu'il ne faut pas hésiter à demander toutes les ressources qui sont possibles. Bah, par exemple, dans des écoles, des aménagements pour les examens, des aménagements pour les cours, pas hésiter à aller consulter en CMP ou des professionnels, des groupes de parole, et que c'est possible de trouver sa voie vraiment avec un TDAH et d'être super bon dans ce qu'on fait quand on est passionné, parce que on peut avoir des problèmes de concentration, on peut aussi avoir des moments de hyper focus, on appelle ça. Quand on est impliqué dans ce qu'on fait. Donc, les personnes qui ont TDAH sont aussi très créatives. Enfin, il y a plein de bons côtés qui peuvent se développer quand on est bien entouré et qu'on est dans une bonne dynamique. Donc, vraiment, ils ont tout mon courage, tout mon soutien et ça va finir par mieux se passer. Voilà. Oh, merci Stella. Mais t'es la preuve du coup qu'on peut trouver sa voie avec un TDAH. Et ben, c'est ce que tu es en train de prouver par ton parcours, par tes choix de vie même là. Et de comment tu racontes, tu assumes ce diagnostic, tu vis avec et tu prouves que c'est pas une fatalité. C'est pas facile tous les jours, mais Ouais, ouais, on peut bien s'en sortir quand même. ouais. Voilà. C'est ça le message. Moi, je veux te dire vraiment merci d'avoir partagé avec nous une partie de ton histoire et principalement sur le diagnostic du TDAH et le parcours de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Le résumé de ce parcours. Merci vraiment, Stella. Merci à toi, Lydia. Vous venez d'écouter le podcast Je m'appelle, présenté par Lydia. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour ne rien rater de la suite. Vous pourrez trouver les liens des réseaux sociaux de notre invité en description juste en bas. Je vous dis au prochain épisode. Bye bye!